Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'une vente à réméré? Vous êtes propriétaire d'un bien immobilier, vous rencontrez des difficultés financières et vous avez besoin de fonds pour y faire face. Pour les obtenir, il existe une possibilité, celle de vendre votre bien à réméré, autrement dit avec une faculté de rachat. Comment est-ce que cela fonctionne? Réponse tout de suite avec notre invitée, Anne-Laure Moisset, avocate chez GMBA Avocat, membre de Walter France. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Patrimoine, Anne-Laure Moisset. Merci beaucoup d'être avec nous. Expliquez-nous alors très concrètement en quoi consiste une vente à réméré. Donc, comme vous l'avez rappelé, la vente à réméré, en réalité, c'est un instrument de crédit qui va permettre en fait de vendre un bien, alors immobilier ou non pour le coup. Et la petite particularité par rapport à une vente classique, c'est que le vendeur va avoir la faculté de racheter son bien dans un délai qui sera déterminé dans l'acte initial. Quelle est la différence avec le portage immobilier? Vente à réméré, portage immobilier, c'est complètement différent. Oui, c'est deux choses qui sont complètement différentes. On va rentrer donc dans les conditions d'accès évidemment à ce contrat. Dans quel cas il peut être utile déjà? Pour quel profil de vendeur? Je le disais, là, des gens avec des difficultés financières. Voilà, est-ce qu'il y a un profil particulier? Alors effectivement, à l'origine, la vente à réméré était plutôt basée sur le domaine du droit immobilier. Et donc le profil type du vendeur, c'est une personne qui se retrouve en situation de surendettement, mais qui est propriétaire de son bien immobilier. Donc dans ce cas-là, elle a la possibilité effectivement de vendre son bien. Avec le prix de vente, ça va lui permettre d'assainir sa situation financière. Et pendant le délai qui lui est imparti pour justement exercer sa faculté de rachat, elle a la possibilité d'aller voir des banques et en fait de solliciter le financement de son bien, pouvoir le racheter. C'est un contrat qui est beaucoup utilisé aujourd'hui en France? Non. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Il a été très utilisé à l'époque donc en droit immobilier. Dans les années 80, il y a eu un petit rebond sur ce type d'opération, mais dans un domaine complètement différent, qui était celui des valeurs mobilières. Parce qu'il y avait des particularités justement en droit financier qui donnaient tout l'intérêt à cette vente à réméré. Mais depuis, on a eu d'autres instruments qui ont fait que même dans ce domaine-là, la vente à réméré est finalement très peu utilisée aujourd'hui. Mais pourquoi l'est-il si peu? Parce qu'il y a d'autres instruments, c'est ce que vous nous dites, oui, qui sont plus simples, plus accessibles, simples et plus performants pour ce genre d'opération. Donc alors expliquez-nous quels sont les freins alors d'accès à ce type de contrat, puisqu'il n'est pas si facile d'accès, si je comprends bien. Alors les freins à ce type de contrat, alors le premier frein, ça peut être le coût financier. Puisque en réalité, quand vous exercez votre faculté de rachat, vous avez l'obligation de rembourser le prix, sachant que le prix peut être inférieur, mais il peut également être supérieur au prix qui a été payé lors de la vente initiale. Donc, vous remboursez le prix et en plus, on peut prévoir des frais supplémentaires. Donc, il y a un vrai frein au niveau des frais applicables. Le deuxième frein, et notamment pour le coup en valeur immobilière, c'est que quand vous êtes acheteur, en fait, vous n'avez aucun contrôle sur la suite des événements. C'est-à-dire le vendeur est le seul à pouvoir décider d'exercer ou non sa faculté de rachat. C'est-à-dire, notamment en valeur immobilière, si vous avez une chute très importante de la valeur de titres, évidemment, le vendeur n'aura pas intérêt à faire jouer sa clause de rachat et à reprendre ses titres. Et dans ce cas-là, ça peut être assez dangereux pour le vendeur qui se retrouve avec des titres qui sont complètement dévalués. Expliquez-nous concrètement comment ça marche. Donc là, voilà, je rencontre des difficultés financières. Je ne peux pas aller me réendetter auprès des banques puisqu'elles ne veulent pas de moi. Exactement. Je veux utiliser ce contrat-là. Voilà, quelles sont les étapes à respecter? Je commence par quoi? Alors, les premières étapes, c'est d'aller voir un agent immobilier, parce que pour le coup... On a besoin d'une tierce personne pour effectuer Exactement, surtout pour en fait mettre en relation les différentes parties, parce que vous souhaitez vendre votre bien, mais la vente à réméré, déjà tous les agents immobiliers ne pratiquent pas forcément ce type de vente, et effectivement, pour trouver les interlocuteurs, c'est quand même une certaine particularité, c'est pas une vente classique. On a besoin d'un notaire aussi, peut-être? Tout à fait, oui. Tout à fait. C'est les notaires qui vont rédiger l'acte de vente, quand on est en matière immobilière en tout cas, comme dans une vente classique. Pour le coup, il y aura une publicité de la même manière. Les choses sont exactement les mêmes que pour une vente pure et simple. Donc ensuite, deuxième étape, une fois qu'on a rencontré son agent immobilier, il faut trouver un acquéreur aussi, j'imagine. Exactement. Peut-être grâce à l'aide de cet agent, immobilier. parce que vous, en tant que personne physique lambda, trouver un acquéreur, effectivement, c'est un peu délicat.
Et donc ensuite, les prochaines étapes? Prochaine étape, comme dans une vente classique, vous vous rendez chez le notaire et vous faites un acte de vente qui va prévoir cette petite particularité qui est la clause de rachat qui sera offerte effectivement au vendeur. Donc la chose sur laquelle il faut être attentif, c'est le délai, parce qu'on a un délai maximum de 5 ans qui peut être prévu pour la faculté de rachat, mais elle peut évidemment être inférieure. Donc ça, il faut vraiment faire attention quand on le fixe dans l'acte, notamment en matière immobilière, quand c'est effectivement pour assainir sa situation financière et aller rechercher du crédit. Il est préférable de prévoir un délai un peu plus long pour se laisser un peu le temps de souffler et de chercher les crédits nécessaires. On va en parler justement de cette faculté de rachat. Quelles sont les prochaines étapes? Oui, c'est ça que j'ai envie de vous poser comme question. C'est-à-dire, une fois qu'on a effectué ce contrat-là, qu'est-ce qui se passe? Quelle rente ce vendeur touche tous les mois? Est-ce qu'il continue d'occuper ce logement? Voilà, expliquez-nous exactement la suite. Effectivement, quand on se retrouve en droit immobilier, tout l'intérêt va être de ne pas perdre son logement, de continuer à y vivre. Et du coup, en parallèle en fait, de cette vente immobilière, on peut prévoir un bail d'habitation. Donc le vendeur finalement va continuer à résider dans son logement et en contrepartie, il devra payer tous les mois un loyer au vendeur. Quel est l'intérêt justement pour l'acquéreur, pour l'acheteur de ce type de contrat? Alors pour l'acheteur, c'est un investissement financier, étant précisé que l'intérêt majeur pour lui, c'est qu'il a une garantie qui est assez hors du commun, puisqu'en réalité, il est déjà propriétaire du bien. C'est-à-dire que si le vendeur n'arrive plus à payer les loyers ou n'arrive pas à recouvrer les fonds nécessaires pour exercer la faculté de rachat, dans ce cas-là, l'acheteur reste propriétaire du bien. D'accord. Donc c'est la meilleure garantie qui puisse être offerte à un investisseur. Mais le risque, c'est aussi que le vendeur veuille racheter son bien dans ce délai de 5 ans, sans prévenir, presque? Oui, mais est-ce que c'est un risque? Pas forcément, puisque dans tous les cas, lui, pendant cette période-là, il aura touché des loyers. Et le montant qui sera remboursé pourra être le même que celui finalement fixé dans l'acte initial. Donc ça reste un investissement plutôt rassurant. Dans les faits, est-ce que le vendeur il assainit vraiment ses finances? Il y arrive? En matière immobilière, c'est pas automatique pour le coup. Autant quand on parle de titres, c'est vrai que la plupart du temps, les facultés d'exercice, pour le coup, sont exercées sans trop de difficultés. Mais c'est vrai qu'en matière immobilière, non, c'est loin d'être automatique. Pour revenir sur ce rachat du bien, est-ce que le vendeur doit remplir des conditions précises pour pouvoir acheter son bien? Alors, pour acheter le bien, pour le coup, c'est assez simple. Ce qu'on impose effectivement au vendeur, c'est simplement d'exercer son intention d'exercer la faculté de rachat dans le délai qui est prévu. Ensuite, pour pouvoir récupérer par contre la propriété du bien, il a l'obligation en outre de rembourser le prix ainsi que les frais. Et c'est qu'à ce moment-là qu'il pourra effectivement retrouver la propriété de son bien. Étant précisé que le paiement peut pour le coup intervenir postérieurement au délai qui est fixé, donc le délai de 5 ans. D'accord. C'est-à-dire que pendant les 5 ans, vous exercez votre faculté de rachat, mais par contre le paiement peut intervenir au-delà de ce délai de 5 ans. Pourquoi 5 ans? C'est un délai, je pense, qui a été fait pour que d'un point de vue notamment fiscal, la vente soit quand même limitée dans le temps. Parce qu'effectivement, vous avez des dispositions fiscales qui permettent à la vente à réméré, c'est d'ailleurs tout son intérêt, de ne pas être taxé une seconde fois. Donc, je pense que c'est pour ça que l'administration, effectivement, a fixé aussi des délais assez courts. Avantages fiscaux, c'était important de le préciser aussi, oui. Oui, avantages fiscaux. Donc, comme je vous le disais, la vente va être simplement taxée une seule fois. Donc, c'est la vente initiale qui est taxée. Et donc, ça permet effectivement d'éviter la double taxation. Il y a quand même des conditions à remplir pour qu'on soit dans ce cadre-là. Donc, la première, c'est évidemment que le délai de 5 ans soit respecté. La seconde, c'est que cette faculté de rachat soit prévue dans l'acte initial de vente. C'est-à-dire que si vous le faites par acte séparé, ça ne fonctionne pas. L'intention de rachat doit également avoir une date certaine pour que ça fonctionne. Et enfin, ça doit être exercé par le vendeur ou bien par un sous-acquéreur. Anne-Laure Moisset, on n'en a pas parlé. Est-ce qu'il y a des types de biens pour lesquels ce contrat serait plus adapté ou non? D'ailleurs, tout à l'heure, vous nous disiez que ce n'était pas forcément applicable qu'aux biens immobiliers. À quel autre bien? Et puis surtout, voilà, à quel type de bien ce contrat serait-il plutôt adapté ou non? Alors, quand vous êtes sur le terrain du droit immobilier, effectivement, généralement, c'est pour une résidence principale.
Et en matière donc, de marché financier, ça peut s'appliquer à des titres. Donc c'est généralement utilisé par les OPCVM, les SICAV. C'est assez varié pour le coup. Il nous reste quelques secondes, Anne-Laure Moisset. Je voudrais juste qu'on fasse un petit résumé de ce qu'on vient de se dire. Plus d'avantages que d'inconvénients, ce contrat de vente à réméré, selon vous? Il faut faire attention quand même. Enfin voilà, qu'est-ce qu'on pourrait en dire pour ceux qui nous regardent? Alors il faut quand même se montrer méfiant parce qu'effectivement, il y a quand même des frais qui sont importants. Même pour le vendeur en matière immobilière, quand vous rachetez vos biens, vous devez quand même vous acquitter des premiers droits de taxation qui peuvent être importants. Donc si vous n'arrivez pas à assainir votre situation et racheter vos biens, il y a quand même un risque de perdre encore plus d'argent finalement. Donc ça, c'est le petit risque. Et en matière de droit mobilier, le risque, effectivement, c'est que le vendeur n'exerce pas la faculté et qu'il y ait une baisse forte des titres. Donc effectivement, il y a des risques, mais les avantages, c'est la fiscalité et également pour l'acheteur d'avoir la meilleure sûreté qui soit, qui est celle de la propriété. Eh ben super, on va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup Anne-Laure Moisset d'être venue nous voir aujourd'hui, avocate chez GMBA, avocat membre de Walter France. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À très vite.